Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle invitation au voyage. Vienne, Salzbourg, Gmunden, c'est en Autriche qu'on fera escale aujourd'hui, avec un auteur qui, malgré toute la beauté de ces lieux, va glisser un gros paquet de poils à gratter dans notre valise. Le dramaturge Thomas Bernhard sera l'inspiration du jour. Conquérir le monde à cheval, telle était l'ambition d'Alexandre le Grand, et c'est avec un cheval grec qu'il a relevé le défi. Nous irons en Macédoine sur les traces de Bucéphale et vous verrez le lien qui unit les Macédoniens à cet animal. Notre cheval, la Ravani, t'emmènerait au bout du monde. C'est comme quelqu'un en ville qui aurait une Mercedes. Le cheval macédonien, c'est ça pour nous. Le cheval, les Américains lui ont fait faire parfois n'importe quoi. Nous reviendrons sur l'attraction qui faisait vibrer les badauds d'Atlantic City au début du XXe siècle. Une attraction alors incontournable. Salut, nous sommes à Santiago. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un plat délicieux de saison avec du maïs, un ingrédient qu'on ne trouve qu'en été. Un pastel de choclo, mon plat préféré. Le pastel de choclo, c'est une sorte de hachis parmentier qui réserve bien des surprises. Et tout de suite, c'est la devinette. Pour qui la vallée de la Roya était-elle particulièrement dangereuse au Moyen-Âge ? À l'époque, cette région au cœur du Mercantour est un lieu de passage de et vers l'Italie, notamment pour acheminer le sel, recherché pour ses vertus désinfectantes et pour la conservation des aliments. C'est une vallée dangereuse, mais pour qui ? La réponse, vous l'aurez dans 45 minutes. Pour le moment, on a rendez-vous en Autriche avec un auteur qui n'a pas été un scandale près. Quand Thomas Bernhard fait une pichenette bien sentie à la bonne conscience des Autrichiens, c'est l'inspiration. Par testament, un des plus grands écrivains autrichiens prive son pays de son œuvre. Son nom, Thomas Bernhard. Son œuvre, une abondance de textes, de l'autobiographie au récit, comme le neveu de Wittgenstein, du roman aux pièces de théâtre à commencer par Place des héros. Tous ces écrits sont frappés au coin de la férocité, de l'ironie grinçante, du sarcasme envers le pays où il a grandi durant la Seconde Guerre mondiale et où il a vécu jusqu'à sa mort en 1989, l'Autriche, la terre de Mozart et de Stefan Zweig, mais aussi celle d'Hitler. Un pays cerné à ses yeux par un mur de mensonges et de déni envers sa propre histoire que l'écrivain tente d'abattre à coups de mots comme autant de balles de revolver. On lui a reproché de salir son pays. Mais au contraire, ce qui fait la force de sa littérature, c'est précisément cette façon qu'il avait de nous forcer, par ses provocations, son langage répétitif, à regarder en face ce qui devait être dénoncé. Salzbourg est une façade perfide sur laquelle le monde peint sans interruption sa mystification, et derrière laquelle l'esprit, ou l'individu, créateur, doit nécessairement s'étioler, dépérir et mourir à petit feu. Derrière la beauté et la gloire, même dans une ville comme Salzbourg, se cachent souffrance et violence. Thomas Bernhard en sait quelque chose, lui qui a grandi pendant les années du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. Cette enfance à vif, il la retrace dans L'Origine, premier tome de son autobiographie paru en 1975. On a ici une vue magnifique sur la ville, le paysage alentour, l'architecture, les bâtiments. On peut voir la forteresse, les lieux où se déroule le célèbre festival de Salzbourg. Et en même temps, de cet endroit précisément, il y a des gens qui se jettent dans le vide. C'est ainsi que Thomas Bernhard ouvre son autobiographie, en soulignant à quel point dans cette ville merveilleuse, siège de l'archevêché catholique, beaucoup de gens ne supportent pas la vie. À commencer par Thomas Bernhard lui-même. Entre les murs du lycée d'État, fréquenté par la bourgeoisie de la ville, l'enfant illégitime, élevé par ses grands-parents maternels et souffrant d'une maladie pulmonaire, se sent à part. Depuis sa position de paria,
il subit cette Autriche qui a été favorable à son rattachement à l'Allemagne nazie en 1938. Durant sa scolarité, Thomas Bernhardt a subi un système dominé d'abord par le national-socialisme, puis le catholicisme. Or, pour lui, l'un et l'autre avaient les mêmes effets sur l'individu. Ils excluaient celui qui était différent des autres. Nous avons finalement été broyés entre Hitler et Jésus-Christ, en tant que reproduction de leur image faite pour abêtir le peuple. L'art de faire accroire au monde une chose, peu importe le sujet concerné, on le possède ici comme nulle part ailleurs. Quand ce peuple abéti se jette avec ferveur dans la guerre, il reçoit en retour, en 1944, les bombardements alliés. Alors âgé de 13 ans, Thomas Bernhardt est d'abord subjugué par le feu d'artifice qui illumine sa ville, avant de découvrir l'horreur de la destruction. Un immense nuage de poussière planait au-dessus de la cathédrale terriblement éventrée, et là où avait été la coupole, il y avait maintenant un trou de la même dimension. On voit ici la coupole intacte, mais à l'époque, elle s'était effondrée. Ce bâtiment est devenu pour lui le symbole de la destruction de toute la culture. Thomas Bernhardt ne décrit pas la guerre seulement comme un documentaire historique, mais aussi pour s'opposer à l'oubli. Car il voit autour de lui à quel point ceux qui ont vécu exactement la même expérience que lui, au même moment, dans la même ville, ne veulent plus rien en savoir et refusent d'en parler. Cette richesse culturelle autrichienne que le nazisme et la guerre ont manqué d'éradiquer, Thomas Bernhardt cherche à s'y replonger à Vienne à partir des années 50. Le long du Ring, café, théâtre, opéra semblent reprendre vie après le conflit. Et le jeune homme cherche à y retrouver ce que l'ancien empire des Habsbourg a produit de plus grand. Des œuvres, mais aussi des hommes, penseurs, intellectuels, créateurs, comme Ludwig Wittgenstein, un des plus grands philosophes d'Autriche. Thomas Bernhardt se lie d'amitié avec son neveu, Paul Wittgenstein, avec qui il fréquente le café Zarer. Le Zarer est l'un des grands hôtels les plus réputés de Vienne. Pour Paul Wittgenstein, qui était un passionné d'opéra, c'était sa terrasse habituelle, ici, au cul de l'opéra, comme il est précisé dans le livre. Au cœur de la Vienne distinguée, Bernhardt et Wittgenstein se mettaient tous les deux en scène, à la fois en tant que partie prenante de ce beau monde et en tant que marginaux qui se moquent de cette société. Paul Wittgenstein était un authentique amateur d'opéra, à la différence de tant d'autres pour qui, comme ils le soulignaient tous les deux, aller à l'opéra était seulement un événement social, l'occasion de sortir dans ses plus beaux vêtements, de se retrouver ensuite aux Zarer pour souper et surtout d'être vu. Les gens qui lui tombaient sous les yeux n'étaient jamais épargnés bien longtemps. Tout de suite, ils étaient fustigés par lui avec ces mots qui sont aussi les miens quand je me révolte ou me défends, quand il me faut batailler contre l'infamie du monde. Thomas Bernhardt se bat non seulement contre le monde, mais aussi contre une maladie pulmonaire qui menace chaque jour de le terrasser. Loin de la grande ville, dans la région du Salzkammergut, il vient dès que possible se réfugier auprès des lacs lumineux cernés de montagnes. Y reprendre son souffle. Son art de la survie, il le perpétue aussi à travers l'écriture. Une écriture répétitive au style cruel autant que réjouissant. C'est une contrée froide et inhospitalière, mais on a la perversité de s'attendrir sur la fraîcheur de ses étés. En réalité, le Salzkammergut est seulement froid et inhospitalier, et mortel pour tous les êtres délicats. Dans le Salzkammergut, tout le monde sans exception a des rhumatismes, et, une fois vieux, tout le monde est bancal et tordu. À travers ce langage, Thomas Bernhardt regarde l'Autriche dans les yeux.
par-delà les apparences trompeuses des environs somptueux du lac Traunsee. Pendant des décennies, la haute société viennoise venait passer l'été à Gmunden. Ici, on est entouré d'un paysage charmant, avec ses collines douces autour du lac. Partout, on voit des forêts, mais aussi des falaises imposantes. J'aime tout, sauf la nature, car la nature me met mal à l'aise. Et j'ai appris à connaître dans ma chair et dans mon âme ce qu'elle a de mauvais et d'implacable. Il aimait beaucoup la nature, telle que nous pouvons la voir ici. Mais en même temps, il n'a jamais oublié ce que cette nature lui avait fait, avec sa pneumonie, qui mettait sa vie en danger. Cette maladie qui l'a fait souffrir durant toute son existence. Cette souffrance du corps et de l'esprit tourne plus que jamais sa réflexion vers la société et sa duplicité. Et ce qui nourrit ici sa plume acerbe, c'est encore la destinée de Paul Wittgenstein. Lui dont la famille possède de nombreuses propriétés dans les alentours, qui ont abrité, ici, une tante nazie, là, au contraire, un oncle juif qui s'est suicidé dans sa demeure des bords du lac lors de l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich. Pour Thomas Bernhardt, Wittgenstein était un personnage très intéressant parce qu'il était issu d'une grande famille. Mais en même temps, il était pratiquement mis au ban de cette famille parce que considéré comme psychologiquement instable. Aux yeux de l'écrivain, la folie n'est que le fruit d'une sensibilité exacerbée et d'un regard trop lucide sur le monde. Paul n'a jamais maîtrisé sa folie. Moi, j'ai toujours maîtrisé la mienne. J'ai exploité les deux, la folie comme la maladie des poumons. Un beau jour, j'ai fait de ces deux maladies ma source de vie. Ce que la folie n'effleure jamais à ses yeux ne sont que des imbéciles heureux. Telles les foules qui viennent aduler leur maître sur la place des héros à Vienne. Quand en 1988, un demi-siècle précisément après l'Anschluss, Thomas Bernhardt vient fouler cet espace gigantesque. Il y perçoit une scène à ciel ouvert utilisée par les nazis pour manipuler les masses et il en fait une pièce de théâtre, Place des héros. C'est ici que le 15 mars 1938, Adolf Hitler a annoncé devant des centaines de milliers de personnes l'annexion devant l'histoire, comme il le disait, de sa patrie à l'Allemagne nationale-socialiste. Depuis, tout a été fait pour changer l'image de cette place. Mais Thomas Bernhardt n'était pas dupe. Il savait très bien appuyer là où ça fait mal. Et il a chamboulé avec maestria toutes les certitudes des Autrichiens sur leur histoire. Dans Place des héros, il écrit ainsi qu'en 1988, il y avait encore bien plus d'antisémites à Vienne qu'en 1938. Quoi que l'on puisse dire sur l'Autriche, cette affirmation est, Dieu merci, très exagérée. Mais il l'a bien sûr écrit sciemment, pour provoquer et susciter des réactions. Dans ce texte, l'auteur imagine qu'un intellectuel juif s'est suicidé en se jetant du haut de sa fenêtre sur la place des héros, où il fait retentir les cris insupportables de la foule acclamant le Führer. L'écrivain, qui se définit lui-même comme le plus grand maître de l'exagération, pousse la cruauté vers des sommets de violence presque jubilatoires. Dans cet état le plus effroyable de tous, vous n'avez en fait le choix qu'entre des pores bruns et des pores rouges. Une insupportable puanteur se répand. Depuis la Hofburg et la place du Jeu de Paume et le Parlement, sur tout ce pays tombé dans la dépravation et la fange, ce petit État est un gros tas de fumier. À Vienne,
Les réactions dépassent toutes les espérances de l'auteur. Le 4 novembre 1988, le soir de la première de Place des Héros, un tas de fumier est déversé devant le Burgtheater. Kurt Waldheim, le président fédéral, connu pour son passé nazi, tente d'empêcher la représentation. En vain. 3 mois avant sa mort, Thomas Bernhardt et sa pièce Testament déclenchent un scandale sans précédent. J'étais là le soir de la première et je n'ai même pas pu entrer dans la salle. Dès le petit matin, des manifestants avaient déjà occupé le guichet de vente. Pour nous, jeunes Autrichiens, cette pièce a provoqué un réveil incroyablement salutaire. Elle posait enfin un regard neuf et nécessaire sur l'histoire de notre pays. C'est le moment du clin d'œil maintenant. Si vous comptez envoyer du courrier à Thomas Chauvineau, sachez qu'il a trouvé en Autriche un mode d'envoi hyper rapide. Regardez. C'est bien connu, le courrier, surtout quand il est du cœur, n'attend pas. Alors, tous les moyens sont bons pour acheminer les lettres le plus rapidement possible. La malle-poste, les chiens de traîneau, le vélo. Vite, vite, facteur! L'avion de Saint-Exupéry, la voiture jaune qui surprend Godefroy de Montmirail. En Autriche, on a même essayé la fusée. Pas longtemps, et disons-le tout de suite, c'est un mode de distribution qui a fait long feu. Nous sommes au début du XXe siècle. À l'époque, la fusée, tout le monde y pense, et pas seulement en se rasant le matin. Le physicien russe, Konstantin Tsiolkovsky, a déjà jeté les bases de la conquête spatiale. Viser la Lune, ça ne lui fait pas peur, il a déjà l'intuition qu'un jour, là-haut, on ira faire des cabrioles. J'boyong, j'boyong. Fritz von Opel les installe sur ses voitures pour voir ce que ça fait, et l'Autrichien Friedrich Schmiedel penche, lui, pour le facteur à réaction. Petit, Friedrich Schmiedel est fasciné par les feux d'artifice. À 16 ans, il fabrique ses premières roquettes, lit Jules Verne et arrive très vite à cette idée « Hey, mais si on livrait par les airs, on gagnerait du temps !» Le principe est simple, du moins sur le papier. La fusée décolle et arrivée au-dessus du lieu de livraison, elle largue le courrier qui descend doucement retenu par un parachute. Et là vous vous dites « Ok, ça ne va pas marcher ». Eh bien si. En 1931, Friedrich Schmiedel réussit à faire parvenir une centaine de lettres du mont Schöckel jusqu'au village de Sankt Radegun bei Graz, 3 km plus loin. Tout se passe parfaitement, comme une lettre à la poste. Pourtant, la poste autrichienne ne retient pas son procédé. Le gouvernement du pays interdit la possession personnelle de matériel explosif, la guerre approche, ces fusées vont devenir des armes. Friedrich Schmiedel, qui voulait simplement distribuer plus vite le courrier du cœur, préfère détruire ses plans plutôt que de les voir mal utilisés. Et après-guerre, quand l'armée américaine lui propose de travailler sur la conquête spatiale, il refuse. Friedrich Schmiedel meurt en 1994. Il n'aura pas eu le temps de voir son rêve se réaliser, le courrier distribué par les airs. On continue notre voyage à cheval à présent. Dans le nord de la Grèce, le cheval, en effet, est un moyen de locomotion chéri depuis l'Antiquité. C'est l'héritage. C'est un paysage inclassable. Grec, mais semblable aux steppes mongoles. Depuis qu'elle a été le centre de l'antique empire d'Alexandre le Grand, s'étendant des portes de l'Inde à la mer Égée, la Macédoine grecque a toujours représenté un pont entre les mondes. Avec au cœur de ces vastes plaines, un compagnon fidèle, reliquat de ce passé glorieux. Une monture liant entre elles des générations de cavaliers. Notre cheval, la Ravani, t'emmènerait au bout du monde. C'est comme quelqu'un en ville qui aurait une Mercedes. Le cheval macédonien, c'est ça pour nous. En pratiquant l'amble, cette allure faisant lever les 2 pattes d'un même côté. Moins fatigante pour les chevaux, la race des Aravani est faite pour les longs trajets. Et à défaut de reproduire les cavalcades qui autrefois emmenèrent Alexandre jusqu'en Asie, la maîtrise équestre est restée un des piliers de la vie communautaire de Macédoine.
Ainsi, Macédoniens d'hier et d'aujourd'hui, telle une troupe montée, sont unis d'une génération à l'autre par la superbe de leur histoire. Un cheval qui se dresse est quelque chose de si beau qu'il fixe les regards. On ne peut ni le quitter, ni se lasser de le considérer quand il se montre ainsi dans tout son éclat. Ainsi parlait Xénophon, philosophe et chef militaire de l'Antiquité, en évoquant l'animal qui allait permettre à la Grèce de se projeter bien au-delà de ses frontières. Étendu au pied du mont Olympe et loin de la vie des prestigieuses cités d'Athènes ou de Sparte, les grandes plaines du royaume de Macédoine sont depuis toujours des terres équestres. Dans ces anciennes places fortes, comme l'actuel village d'Éani, le cheval est un gage de puissance, et ce, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, durant le règne du père d'Alexandre le Grand. Dans notre région, les représentations de l'art hippique depuis l'Antiquité font l'éloge de la cavalerie, à la fois à travers des chevaux d'argile et aussi de bronze, ce qui est rare ailleurs en Grèce. Et nous avons des représentations de cavaliers de la même manière. Le père d'Alexandre, Philippe II, avait organisé l'armée autour de la cavalerie et des formations d'élite. Et puis, quand Alexandre a pris la suite de son père, il a amélioré encore l'organisation de la cavalerie. Le début d'une cavalcade qui verra l'armée macédonienne, invaincue durant plus de 10 ans, terrasser des peuples asiatiques par dizaines. J'ai étudié scrupuleusement le début du parcours d'Alexandre et mis à jour le tracé le plus précis que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire que l'on pense qu'il est passé par ce village pour avancer avec ses hommes. La légende prête au jeune Alexandre d'avoir réussi à dompter le plus fougueux des destriers, Bucéphale, la monture mythique qui l'accompagne jusqu'à Babylone. Bucéphale, qui a été le cheval d'Alexandre le Grand tout au long de son entreprise, aurait peut-être été un Thessalien, de la région de Grèce à l'époque la plus respectée pour la qualité de ses chevaux. Il faut avoir en tête que les races ont de toute façon toujours été croisées entre elles. En Macédoine, la race qui prévaut aujourd'hui est celle qui nous vient d'Épire, et surtout l'ambleur macédonien que nous avons gardé. Qu'importe s'il a fallu d'autres croisements pour que naisse cet ambleur macédonien, la Ravanie. On l'associe ici à l'épopée d'Alexandre. Quand les lieux passent sous domination romaine, puis byzantine, l'animal maintient cette aura épique, transposée plus tard sur les icônes des saints du Moyen-Âge. Dans les villages macédoniens, comme celui de Crocos, les grandes foulées équestres se poursuivent grâce au pèlerinage religieux. Juste avant l'aurore, l'office orthodoxe inaugure le départ d'une chevauchée de plus de 6 heures. Les villageois doivent transporter les reliques d'un saint macédonien et progresser sur les lacets longeant le plus long fleuve de Grèce, l'Aliakmonas. Jusqu'à une montagne surplombant l'ancien village de Zavorda, où trône le plus important monastère de la région après celui du mont Athos. On dit ici de ces reliques que les garder près de soi préserve les habitants du mal et notamment des pandémies.
Pour nous, les ossements sont un symbole de protection. Dans la lignée du miracle perpétré par la Saint Nicanor en 1918, au moment de la grippe espagnole. Nous sommes maintenant le 5 août et nous sommes là pour apporter des ossements au monastère. Demain sera célébrée la fête du Saint et ainsi, tout le monde pourra profiter des reliques. Quand la région passe sous domination ottomane, l'engagement à la religion orthodoxe, comme aux chevaux, refuge d'une identité malmenée, se renforce. Le pèlerinage de Zavorda est inauguré quelques années seulement après la libération de la Macédoine. C'est la période d'une émancipation dont le souvenir nourrit la ferveur encore visible des cavaliers pèlerins lors de leur arrivée au monastère. Quand la tradition de ce pèlerinage a débuté, il y a un siècle, le cheval était le seul moyen de locomotion. Et nous, comme tradition, nous avons maintenu le cheval pour perpétuer cet héritage. Je me rappelle de nos parents et grands-parents qui faisaient la même chose, peu importe le climat, pour honorer notre saint régional. Ce ne sont pas les changements politiques, mais un autre type de ligne de crête qui met à mal la survie de l'Aravanie. La modernité triomphante qui se déploie dans la région au XXe siècle. Les moteurs remplacent progressivement le travail des animaux et l'érection d'un barrage devant le lac de Polyphytos inonde les vallées. Beaucoup de chevaux du pays sont alors vendus aux abattoirs. Dans les années 60, avec la mécanisation, on a vu arriver peu à peu les tracteurs, les voitures, et les gens ont abandonné progressivement l'usage de leur animal, pour garder seulement quelques têtes. C'est le cas des éleveurs comme nous. On a gardé l'Aravanie pour surveiller le bétail. Il y a un village derrière nous qu'on appelle Servia. Chaque lundi, il y avait là-bas un marché ouvert, et c'était le bordel. Il y avait du monde et des chevaux partout. Des Aravani et des chevaux pour les champs, et d'autres pour tirer les charrues. Mais ces chevaux des champs, ou ces chevaux de trait, étaient moins recherchés que la race sur laquelle je suis assis. L'Aravani a toujours été d'une grande valeur. C'est à cette vieille figure du pâtre grec, gardien non seulement de son troupeau mais de tout un univers, que les chevaux de Macédoine doivent en grande partie leur survie. Je monte depuis que je suis au monde. Je me rappelle de mon grand-père qui me faisait asseoir devant lui pour me mettre ensuite derrière. Je me suis toujours déplacé à dos d'Aravani. Il faudra attendre un allié de circonstance à ses bergers pour que l'Aravani soit définitivement tiré d'affaire. Pour empêcher que la race Aravani disparaisse, chaque animal est inscrit dans un registre de l'université de Thessalonique. Et chaque année, des chercheurs viennent ici prélever du sang des chevaux, un échantillon, pour vérifier et valider leur code génétique afin que la race soit protégée. Parce que toi, une bonne chose, tu voudrais la perdre? Eh non, quand les choses sont belles, il faut les protéger. Cette race est rare, alors il faut la sauvegarder. Les grandes découvertes archéologiques, comme celle en 1977 du tombeau de Vergina, sépulture du père d'Alexandre, ont permis aux Macédoniens de retrouver un peu de l'orgueil antique.
De même pour les tombes multimillénaires qui dévoilent des chevaux enterrés non loin de leurs cavaliers. Conscients du lien historique les attachant à leur monture, beaucoup de jeunes hommes ont fait leur cette relation. J'ai commencé à ferrer des chevaux à l'âge de 13-14 ans. J'ai fait mon premier cheval avec un ami, ici, dans le village. Et puis progressivement, le mien, puis ceux d'amis, et tous ceux qui me le demandaient. Loin d'être réservée à une élite, l'équitation est en Grèce septentrionale une pratique populaire répandue dans les milieux ruraux. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans les chevaux et sans le village. D'aucune façon, je ne pourrais vivre dans une ville comme Athènes ou Thessalonique. Je suis un fils de la campagne et ça ne changera jamais. Et en ce qui concerne l'entraînement de l'Aravani, pour qu'il fasse ce que tu lui demandes, tu dois le laisser libre une fois qu'il s'est exécuté, et pas l'amadouer avec une récompense comme une carotte. Le mieux, c'est d'enlever la bride et de le libérer. La liberté est la récompense, la meilleure des récompenses. Papilles maintenant. La recette que vous pourriez bien avoir envie de piquer aujourd'hui vient du Chili. C'est une recette sucrée-salée qui va mettre du soleil dans votre assiette. Le pastel de choclo, c'est Panchita de Santiago qui nous le présente. Salut, nous sommes à Santiago. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner un plat délicieux de saison avec du maïs, un ingrédient qu'on ne trouve qu'en été. Un pastel de choclo, mon plat préféré. Bonjour, comment ça va? Ici, c'est un primeur typique de Santiago où l'on trouve beaucoup de légumes. Je vais acheter de l'oignon, des olives et des raisins secs pour notre plat. On a besoin d'une montagne d'oignons. Voyons la liste. Je vais vérifier. Laissez-moi une seconde. Nous avons les raisins secs, l'origan. Merci. Bienvenue chez moi. La première chose que nous allons faire est d'éplucher le maïs, enlever les grains, puis on va mixer le tout et faire notre pâte de maïs. C'est un processus très long. Autrefois, les gens, la famille, se réunissaient pour cuisiner le gratin de maïs. On passait toute la matinée à le faire tous ensemble. C'est un plat très familial, très traditionnel des foyers des habitants de la région métropolitaine. Nous allons préparer la pâte de maïs, qui est une partie très importante du gratin. On va l'assaisonner avec du basilic. Regardez cette jolie couleur jaune, magnifique. Nous allons laisser cuire un moment. Pendant ce temps, je vais couper les oignons pour faire la farce, qui est l'autre élément très important de notre recette. En fait, c'est le plus important. On fait cuire les oignons avec un bon morceau de beurre. Ajoutons un peu d'ail.
Et bien sûr, on va saler et poivrer. Ça, c'est du bœuf haché, mais vous pouvez utiliser autre chose, tant que la viande n'est pas trop grasse. La chose la plus importante pour le goût de notre plat est l'assaisonnement. On utilise plusieurs épices, du cumin moulu en grande quantité, du paprika et l'origan qu'il ne faut surtout pas oublier. Notre farce est presque cuite. On y ajoute les raisins secs, c'est très typique. Et pour le gratin, enfin le maïs, une cuillère de sucre. J'ajoute un peu de lait. Il y a des gens qui n'en mettent pas, mais j'aime que la texture du maïs soit crémeuse. Maintenant, nous allons tout assembler. C'est l'ultime étape. Ce bol en argile est authentique et il permet une meilleure diffusion de la chaleur qu'un plat en verre. Une couche de maïs, une de viande, puis on met un morceau de poulet, une olive et la moitié d'un œuf dur. On va mettre quelques gouttes de ce mélange d'huile d'olive et de paprika pour donner un peu de couleur. Et on finit avec un peu de sucre. Allons-y. Les filles, le dîner est servi. Venez par ici. C'est exquis, très très bon. Je suis très contente du résultat. Les filles, ça vous plaît? Je ne sais pas cuisiner ça, mais je dois apprendre, alors je vais essayer de refaire la recette. Pour moi, ce gratin représente la famille qui se réunit. C'est un plat que l'on mange à plusieurs. Tu invites les gens pour t'aider à le cuisiner. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble. Et en plus, c'est délicieux. Pour la suite, c'est une attraction ahurissante que nous allons découvrir dans le New Jersey. Vous connaissiez l'homme canon? Eh bien, Atlantic City a fait encore plus fou. C'est l'incontournable. À Atlantic City, ancêtre miniature de Las Vegas posé sur l'océan, un ponton historique aligne ses attractions vintage. Grande sensation pour les petits et petit vertige pour les grands. Mais au XXe siècle, c'est un tout autre divertissement qui galvanise les foules. Le plongeon de cheval. La journaliste Diana Hubble nous fait revivre cette histoire. Un jour, je suis tombée sur une photo prise à Atlantic City et j'ai cru que c'était une photo truquée. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Pourtant, cette photo n'a pas été truquée. Pendant plus de 50 ans, le plongeon à cheval est l'attraction la plus populaire d'Atlantic City. À l'origine de ce spectacle, un authentique cow-boy, né en 1851, William Carver. Moustache bien taillée et Stetson, dentiste sans diplôme, chasseur de bisons, amoureux des chevaux et mythomane notoire. Un personnage américain flamboyant, digne des contes les plus farfelus. Il se faisait appeler Doc Carver. C'est l'escroc, le bonimenteur de carnaval, un personnage tiré du Far West et d'une époque révolue. Pendant un temps, Buffalo Bill Cody et lui ont été amis. Ils sont partis en tournée ensemble pour le spectacle Wild West. Mais comme souvent, quand deux hommes avec de très gros égos travaillent ensemble dans un milieu compétitif, ils deviennent ennemis jurés pour le restant de leurs jours. Après s'être séparé de Buffalo Bill, il part en Australie et il essaye différentes mises en scène qui ne prennent pas vraiment, jusqu'à ce que lui vienne l'idée de faire plonger un cheval dans l'eau. En 1894, de retour sur le sol américain, Doc Carver fait un premier test à Saint-Louis avec une jument nommée Black Bess. Le numéro fonctionne, mais Carver veut perfectionner son tour. Un plongeoir un peu plus haut, une piscine un peu plus petite. À
Coney Island, un autre promoteur fait sauter un cheval perché à plus de 10 mètres de haut. Thomas Edison filme l'exploit en 1899. Comment rendre le spectacle plus excitant, plus convaincant? On ne sait pas d'où vient cette idée, mais en 1906, une femme nommée Lorena Lawrence, qui se fera plus tard appeler Lorena Carver, enfile un maillot de bain, plonge sur le dos du cheval, et quand elle sort de l'eau, une foule en délire l'acclame. Ils n'ont jamais vu ça. Grisé par le succès, le forain emmène son show sur une jetée de Santa Monica, en Californie. Mais le spectacle tourne au drame. Pris dans les courants du Pacifique, le cheval se débat avant de mourir noyé. Doc Carver s'éteint quelques mois plus tard, à l'âge de 76 ans, emporté, dit-on, par le chagrin. Le numéro dirigé par sa belle-fille s'installe en 1928 à Atlantic City. Environ 40 000 personnes par jour viennent profiter du Steel Pier, ponton de 300 mètres, et de sa fête foraine. Presque immédiatement, le stade se remplit. Imaginez-vous la scène. Vous avez le plongeoir tout au bout de la jetée, l'océan Atlantique qui gronde de chaque côté. Et maintenant, visualisez un plongeoir olympique à 12 mètres au-dessus de la piscine. Un cheval, monté par une femme en maillot de bain, s'avance lentement sur le plongeoir jusqu'au rebord. Il attend un long moment, puis il saute dans le vide. Le spectacle se tient à guichet fermé. Sonora et ses acolytes plongent entre 2 et 6 fois par jour, malgré les risques encourus à la fois par les chevaux et par les plongeurs. Dès 1907, un journal de San Antonio au Texas annonce la mort d'un jeune homme, Oscar Smith, qui faisait partie du spectacle ambulant de Doc Carver. Et Sonora Webster Carver, elle, devient aveugle après que ses rétines se sont décollées lors de l'impact sur l'eau. Ce qui est tragique mais incroyable, c'est qu'elle continue de plonger à cheval pendant les 11 années suivantes. Ce curieux spectacle a beau en déranger certains, les gradins ne désemplissent pas. À maintes reprises, des organisations de défense des animaux se rendent sur place à l'improviste, sans jamais trouver aucune preuve d'abus, hormis l'effroyable saut. Il faut attendre les années 70 pour que le public se lasse du numéro. Le plongeon à cheval disparaît alors pour des raisons purement économiques. Les casinos Resorts International rachètent le Steel Pier en 1978 et se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire de ce numéro. Au bout de 50 ans, l'attrait de la nouveauté s'était estompé et les gradins étaient pratiquement vides. Et pour les managers de casinos, ce spectacle allait éloigner leurs clients des machines à sous. Ils décident donc d'arrêter brusquement le spectacle et se débarrassent des chevaux en les vendant. Direction les abattoirs. Pour les défenseurs de la cause animale, c'est la goutte de trop. Lorsque le dernier cheval plongeur encore vivant est vendu aux enchères, l'activiste Cynthia Branigan le rachète pour lui assurer une fin de vie plus paisible à ses côtés. Gamal sera le dernier équidé à plonger pour un public. Le spectacle a failli refaire surface en 1993, puis en 2012. Mais cette fois, les militants ont réussi à mettre un terme définitif à cet étrange numéro. Aujourd'hui, les équidés continuent de se dépasser pour nous divertir, mais dans d'autres arènes. On reste chez les équidés avec la devinette, vous allez comprendre pourquoi. Tout à l'heure, je vous demandais pour qui la vallée de la Roya était-elle particulièrement dangereuse au Moyen-Âge ? Eh bien, c'était pour les mulets. Chaque jour, des dizaines d'hommes et d'animaux traversent la vallée pour rejoindre Turin ou Chambéry. Sur le dos des mulets, du sel. Mais les bêtes sont si chargées qu'elles glissent souvent dans les précipices, surtout par temps de pluie. Et lorsqu'il fait beau, les brigands les guettent pour dérober les cargaisons. Sale temps pour les mulets. Peace pelt.